au podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, celui du match de Noël à l'Accor Arena entre Paris et Strasbourg. Pour m'accompagner sur ce podcast, c'est Antoine. Comment vas-tu? Salut Lilian, ça va très bien et toi? Salut à tous d'ailleurs. Eh ben écoute, ça va, hein, j'ai assisté moi de mon bureau à la victoire du Paris Basketball. Toi, tu étais présent en tribune. Dis-nous comment tu as un peu vécu ce match de Noël à Bercy. Ah, c'était pas le match le plus passionnant, spectaculaire qu'on ait pu voir du Paris Basketball cette année. Je pense que les gens qui nous écouteront seront d'accord avec moi. Un match assez haché. Paris, c'est un faux rythme où Paris domine. Pas tellement inquiété face à une équipe qui est pas spécialement mauvaise, mais tu sens qu'il y a des difficultés, qui a aussi un peu râlé sur l'arbitrage. Donc, c'était 7 825 personnes, j'ai bien pris mes notes, ce soir à l'Accor Arena. Donc il y avait une bonne ambiance pour le coup. Par contre, il faut le reconnaître, le code Parisis et toute la salle a fait en sorte de rendre cet, événement un peu avant Noël, avant les fêtes, vraiment beau et ça, c'était vraiment intéressant. Pour le coup, c'était cool à vivre. Le match en lui-même, on va en parler petit à petit, au fur et à mesure de ce podcast, c'était pas le meilleur, clairement. Ouais, sans mauvais jeu de mots, je pense que c'était pas vraiment un cadeau pour les spectateurs, mais voilà, pour sa deuxième apparition à l'Accor Arena, Paris a signé un deuxième succès après la victoire dans le derby francilien, puisque Paris 78, Strasbourg 67. Voilà, on vous laissera le soin d'en juger la qualité du match, même si voilà, vous vous en doutez un peu par rapport à ce qu'on a dit en préambule, mais en tout cas, une chose est sûre, Paris a galéré avec son adresse à Bercy. Alors, les Parisiens ont plutôt forcé leur destin en grappillant par exemple des rebonds offensifs, ou en allant notamment sur la ligne des lancers francs. Et comme tu le disais, Antoine, face à une Six Strasbourg en difficulté offensivement, comme depuis le début de la saison, et ben cela a notamment suffi. Mais donc, Paris a également balbutié son basket offensivement. Mais encore une fois, comme depuis plusieurs matchs cette saison, Paris a su se reposer sur ses fondamentaux pour l'emporter et ça a suffi pour gagner contre Strasbourg. Absolument, absolument, déjà tu parlais des lancers francs, c'est vrai que Strasbourg a eu beaucoup de fois s'est fait siffler, était rapidement dans le bonus, on va dire. Il y avait beaucoup de fautes, très rapidement, ce qui a aussi poussé les Parisiens à provoquer davantage et les Strasbourgeois se sont vite un petit peu agacés, provoquant également des fautes. Donc ce qui fait c'est pour ça que le Paris Basketball a 24 lancés, en met 19, donc il y a une vraie réussite, en mai ouais, 19 pardon, oui, c'est ça. On est donc à 79 ce qui amène aussi, ben, voilà, un gain de points non négligeable dans un match où Paris a souffert à 3 points, tu l'as dit, tu es à 7 sur 37, donc 19 à 3 points sur l'ensemble du match, tu es à 4 sur 20 à la mi-temps. C'est très compliqué, il y a notamment, les gens qui reverront le match ou qui ont vu le match, je sais pas si, vous vous rappelez, clairement de ce premier quart-temps où vraiment il y a beaucoup de tirs, c'est-à-dire que Banjasi essaye, Tyson Ward essaye peut-être une fois, 2 fois, TJ Short essaye, on en reparlera. Beaucoup de fois, ça ne rentre pas, puis après il va y avoir des moments où, ça va s'enflammer, donc Paris va beaucoup jouer à l'intérieur, que ce soit par du rebond, par de la pénétration pour avoir des fautes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les fautes provoquées par Strasbourg qui ont rapidement emmené Paris sur la ligne des lancers. Et en fait, ça a permis, en fait, à Paris d'être dans sa zone de confort, en fait, d'assurer d'avoir un petit plafond toujours, une petite avant un petit avantage confortable, même si Strasbourg est bien revenu, dans le deuxième quart-temps, il y a un gros momentum de Strasbourg et dans le troisième quart-temps, il y a un momentum, qui permet à Strasbourg de revenir à 3 points. Mais on n'est jamais inquiété parce qu'on sait que Paris n'est pas forcément dans sa meilleure soirée pour, X ou Y raison. Mais Paris n'a pas été inquiété parce que Paris défend bien face à une équipe qui souffre et même si Paris ne rentre pas ses tirs, on sent quand même que Paris est au-dessus et Paris va trouver les bons moyens pour, pour l'emporter, ce qui a été le cas, hein, 78-67, c'est quand même assez confortable. Paris se prend pas énormément de points, donc c'est aussi rassurant. Il y a des choses à retenir de cette rencontre, mais c'était un rythme de pré-vacances, même s'il y en a pas à venir. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais réellement senti le Paris Basketball en danger sur cette rencontre. Pour revenir sur le premier aspect qu'on évoquait, les lancers francs, Paris en a shooté voilà, plus de 25, mais c'est surtout la différence par rapport à Strasbourg, qui en a shooté seulement 7 pour 5 réussis, et qui a shooté son premier lancer franc dans la partie au bout de 18 minutes. Donc il y avait une vraie différence à ce niveau-là, et c'est une différence au niveau de l'agressivité et de l'ascendant physique sur cette rencontre. Et ça se voit aussi sur le deuxième sujet sur lequel j'ai envie de te donner la parole, c'est les rebonds offensifs. Clairement, Paris a fait la différence là-dessus. Plus de 20 prises offensives sur cette rencontre, quasiment le même nombre que de prises défensives, 23.
Et c'est vraiment là, ça a été une constante sur les 40 minutes. Strasbourg n'a jamais réussi à sécuriser son rebond et Paris a toujours pu s'offrir des secondes, des troisièmes chances, notamment sur les tirs à 3 points qui ne rentraient pas, Antoine. Et ce jeu à l'intérieur, il était assez intéressant sur cette rencontre. Déjà, on peut se rappeler que récemment, lors des récents podcasts, on a beaucoup parlé du fait que Paris souffrait à l'intérieur ou de cette bataille au rebond, il fallait compter sur des joueurs des extérieurs en fait pour récupérer des rebonds. Ça a été moins le cas ce soir, même si tu vois que le partage du rebond est quand même assez bien partagé, que TJ Short en prend 7 et Colin Malcolm en prend 8. On a eu un autre Paris Basketball ce soir et qui a eu beaucoup de secondes chances, comme tu l'as assez bien justifié, du fait du nombre de ratés et on ne sait pas pourquoi, Strasbourg n'a pas su répondre, dans ce secteur-là. Pourtant ça partait bien, enfin de côté intérieur, rebond, bataille, dans la raquette, je trouve que Nizier, désolé si je prononce mal son prénom, Brooks, a été, des 15 minutes qu'il a fait assez rapidement, a été extrêmement, dangereux en première mi-temps, extrêmement dérangeant pour la raquette parisienne. On a vu Jean Tounен se casser les dents dessus, on a vu un Kratzer se bagarrer, bien entendu sportivement avec lui. Et on s'est dit, ça engage quelque chose d'assez intéressant. Puis je pense qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient qui avaient un profil pour justement apporter dans ce secteur-là. Et puis finalement, petit à petit, on a vu une équipe parisienne beaucoup plus vive en fait quand on en parle plus régulièrement depuis quelques temps par ces joueurs plus petits pour sauter sur la seconde chance, que ce soit Nadir Rifi, Colin Malcolm sur cette rencontre, TJ Shorts qui en prend 7. Bon, après, c'est quand même pas pourquoi. Il en prend 3 offensifs quand même. Et Colin Malcolm est en 4-4, donc 4 offensifs, 4 défensifs. Il y a vraiment eu voilà, cette capacité qu'ont eu les Parisiens à se battre pour les secondes chances, parce qu'il y en a eu beaucoup, face à une équipe strasbourgeoise qui, en défense, autant sur les lignes extérieures, je trouve qu'ils défendaient pas trop mal, autant à l'intérieur, ils ont souffert, que ce soit par les fautes en pénétration ou alors sur les secondes chances. Il y en a eu beaucoup, du Banjassi aussi notamment, qui a été très précieux dans le deuxième et le troisième quart-temps, un petit peu plus à la peine dans le quatrième, mais au final, c'était un quart-temps encore un peu plus alternatif. Mais non, pour le coup, on a vu une équipe parisienne qui a retrouvé un petit peu de domination dans cette raquette-là. Ça lui a permis de, je pense que tu sais, quand on se dit depuis le début de l'émission qu'on n'a jamais vu Paris inquiéter, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient un secteur de prédominance totale et que face à une équipe qui, en plus, était déjà dans la pénalité. Donc, dans tous les cas, c'était gagnant-gagnant pour Paris. Ils pouvaient aller se prendre des rebonds, prendre plus de risques, notamment un joueur, on en parlera après, et tout en sachant que soit c'était bingo parce qu'ils avaient une seconde chance, soit il y aurait eu faute potentiellement et ça a amené au lancer. Donc, secteur du rebond et même de l'intérieur plus globalement, très intéressant, je pense, pour Paris ce soir. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais je pense que c'est peut-être lié également au choix stratégique de Massimo Cancellieri sur cette rencontre. On a vu beaucoup de défense de zone de la part de Strasbourg, et je pense que ça a notamment marché, tu le disais, pour la défense sur les extérieurs, notamment sur TJ Shorts, mais que ça a forcément pénalisé l'équipe strasbourgeoise sur la défense à l'intérieur, parce que forcément, quand tu es en défense de zone, tu es box-out ou tu n'es pas forcément sur tes joueurs en vis-à-vis, donc tous les joueurs parisiens, on le dit, il y a quand même, même si les pivots n'ont pas forcément beaucoup joué sur cette rencontre, Leon Kratzer est sorti en troisième quart-temps pour une blessure, il joue 12 minutes au final, Michael Kessens joue 13 minutes. Donc, tu as quand même eu des passages de Paris on va dire, en small ball, entre guillemets, même si voilà, tu as pléthore d'ailiers qui font plus de 2 mètres. Donc, au final, est-ce que tu es vraiment en small ball? Ah, le Ça small reste à ball voir. parisien, c'est quand même redoutable, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est un des éléments d'explication qui fait que Paris a vraiment pu dominer sur cette soirée, c'est en fait le choix stratégique de Strasbourg qui a payé parce que TJ Short n'a pas autant rayonné qu'à l'accoutumée, mais entre guillemets, ce qu'ils ont gagné sur les extérieurs, ils l'ont perdu à l'intérieur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse. Oui, totalement. TJ Short, ça a été bien bridé. Tyson Ward aussi, hein, qui a 2 sur 8 à 3 points. Short, c'est à 8 sur 4, mais bon, c'est même 27% au tir au global pour Shorts. Il y avait une stratégie vraiment d'annihiler les arrières, notamment au tir de loin, et ça s'est bien vu. Ça s'est vu dès le début du match, en fait. Déjà, en fait, ça s'est vu dès le début du match que la réussite n'était pas au rendez-vous, même si après, on peut pas tirer des conclusions sur 3 tirs au bout de 2 minutes. Mais on voyait la stratégie, comme tu l'as dit, de Cancellieri, qui était vraiment de bloquer ces lignes-là, parce qu'on sait en fait à quel point elles peuvent être létales contre un adversaire. On l'a vu en début de saison contre Le Mans, contre Dijon notamment, où si ces joueurs-là sont en confiance, si le tir rentre vite,
Bah, en fait, le retour en défense de ces joueurs-là, il est encore plus rapide qu'il ne l'est déjà. C'est-à-dire que Ward, s'il met un 3 points dans le corner, comme il le fait régulièrement, il y a, c'est quasiment sûr qu'une seconde après, il est en défense sur son vis-à-vis en mode pitbull et c'est très compliqué de relancer, de jouer de la transition et ça s'est vu pour Strasbourg ce soir que, ben, c'est une stratégie qui a été payante, mais au final, voilà, tu perdais plus, mais et en fait, en fait, en voulant bloquer certains joueurs dans une façon de jouer, ils leur ont permis de faire autre chose à ces joueurs-là qui se sont remis en question dans d'autres domaines offensifs et à des joueurs intérieurs que tu l'as dit, c'est sûr que c'était plus du small ball, mais c'est des joueurs qui restent quand même très athlétiques, qui restent grands et je trouve, hein, que Brooks m'a beaucoup impressionné en première mi-temps, par son apport physique. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas ce rapport physique-là qui aurait pu justement un peu permettre à Strasbourg de rester dans la rencontre et de causer beaucoup plus de tort à Paris. Donc en fait, ils ont abandonné totalement, enfin, la raquette les a un peu abandonnés. Je pense que c'est plus ça que l'inverse, parce qu'on voyait quand même une équipe strasbourgeoise qui était combative et qui essayait, très frustrée, rapidement dans la rencontre et un Cancelleri qui essaie tout constamment de remettre son équipe dans des bonnes dispositions. Ça s'est pas fait, mais il y avait des bonnes choses, mais je pense que c'est ça, c'est plus la raquette qui les a lâchés. Ouais, je pense qu'ils avaient le bon plan tactique, entre guillemets, parce Mmh. qu'au final, Paris a eu très peu de jeux rapides. On sait que quand Paris peut installer son jeu rapide, ça fait forcément des dégâts. Ils ont réussi à limiter ça, mais ils n'avaient pas on va dire, le répondant offensif. Notamment, même eux ont manqué aussi d'adresse pour matcher avec Paris, rien que d'être au contact. Parce que au final, Paris en seconde période, bah, mine de rien, sans vraiment retrouver de l'adresse, ils ont quand même réussi à creuser l'écart. Au final, on commençait petit à petit, on regardait le score et l'avantage grandissait sans qu'on ait vraiment l'impression que Paris accélère ou mette plus de rythme, quoi. Donc ça, en tout cas, c'est positif pour Paris. Mais pour terminer un peu sur cet aspect du tir à 3 points, pour Paris qui n'a pas trouvé de réussite, alors j'ai trouvé moi personnellement que les tirs étaient plutôt bons en général. C'était plutôt dans les tirs que prend Paris sur du catch and shoot. Il n'y avait pas forcément de tir après dribble. Nadirifi en a pris forcément parce que c'est son jeu. TJ Shorts aussi un peu. Mais justement, j'ai envie qu'on parle de ce dernier sur la manière dont les équipes défendent sur lui. Parce qu'on a l'impression que depuis notamment le match contre Monaco, où Monaco avait vraiment refusé de défendre TJ Short à 3 points et lui donnait énormément d'espace, Strasbourg a eu un petit peu la même tactique et ça a fonctionné parce qu'à la fois ça annule son tir à 3 points et en même temps sa capacité à pouvoir se frayer un chemin dans la raquette. Alors évidemment, il a réussi, mais on sent quand même que TJ Short n'est pas aussi. En tout cas, quand on bloque son jeu rapide et qu'en même temps on lui donne beaucoup d'espace à 3 points et on lui dit entre guillemets vas-y mon grand, tire et on est prêt à l'accepter, et ben on sent quand même le meneur américain beaucoup plus en difficulté. Bah, limite, ouais, c'est ça, parce à la fin de la rencontre, il y avait quand même des moments où il était vraiment ouvert et on le voyait, il tentait même plus il tentait même plus de tirer, hein, à 3 points. Il s'est arrêté à 4 et je pense que c'est pas plus mal et c'est intéressant ce que tu dis parce que, le bloquer en son jeu rapide, c'est vrai qu'il a essayé. Il y a eu certains moments où ça marchait, mais ça marchait pas aussi bien que d'habitude. Il a vraiment été muselé davantage. C'est-à-dire qu'il a pas pu faire, ou très peu, sa feinte en tête de raquette. Tu vois? Cette feinte Mm. mi-distance, qui est redoutable en fait pour un intérieur parce que, bah, il est trop loin pour revenir. Son jeu en pénétration, avec son changement de main, pardon, dans les airs, il l'a tenté une ou 2 fois, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il était totalement excentré du fait de la défense de son défenseur aussi. Les switches étaient sur lui, étaient très bien menés aussi. Il y a vraiment eu ça a été un jeu, c'était cérébral, c'était sportif, c'est-à-dire vraiment on va te laisser de loin parce que, bah, comme tu as dit contre Monaco, ils l'ont laissé de loin parce qu'ils le considèrent pas comme une menace à 3 points ou du moins pas assez dangereuse pour qu'on lui laisse pas vraiment ne serait-ce qu'un centimètre et ça s'est ressenti en fait, ça s'est vraiment ressenti et pourtant les tirs sont pas des mauvais tirs, c'est ce que tu as dit aussi. Les tirs parisiens globaux, hormis certains évidemment, sont pas des mauvais tirs. Il y a un paquet de tirs ouverts qui rentrent pas parce que, ben, trajectoire pas bonne, enfin les aléas du basket maintenant on en est habitué et TJ Shorts, oui, c'est intéressant. Moi ça m'a fait sourire, en voyant ça, en me rendant compte. Je me disais: «Mais c'est drôle comme, même maintenant, même lui, il a cerné sur cette rencontre-là que les tirs à 3 points, fallait pas faire ça. C'est-à-dire que lui est ouvert, son vis-à-vis limite le regarde en mode: «Vas-y tire, je m'en fous. Je préfère prendre leur bon ou essayer de leur prendre puisque, bah, on en revient, on se fait massacrer dans ce secteur-là, plutôt que
plutôt que de te défendre parce que tu vas la rater, en fait. Ça a été ça, c'est dommage. En Eurocup, ça a été pareil. Il a mis beaucoup de temps à rentrer ses tirs à 3 points ou commencer ne serait-ce qu'à rentrer le premier tir à 3 points de sa série d'ensuite. Donc ce soir, TJ Short, oui, ça a été un peu plus compliqué. Pas un mauvais match non plus. Voilà, il a 7 rebonds, il fait 2 interceptions. C'est une bonne rencontre. Il fait 7 passes, il est à 16 dévals. C'est un très bon match de sa part. Mais voilà, offensivement, même ces petits tricks mi-distance, ils ont été un petit peu plus compliqués à mettre. Et à 3 points, bah, c'était compliqué. C'était impossible. Mais au moins, ce qui est bien, c'est tout à son honneur, c'est qu'il n'a pas croqué pour en prendre 10 ou 12 ou 13 comme d'autres auraient pu le faire des autres années, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec TJ Short, on n'aura jamais de match négatif de sa part. Il sait que quand il n'est pas dans un bon soir, bah, ses coéquipiers vont prendre le relais. Lui n'a entre guillemets plus qu'à distribuer et puis aider dans d'autres secteurs du jeu. Il fait aussi 2 interceptions. Ouais. Il provoque quand même 4 fautes. Donc il a toujours cette lucidité quand il n'est pas entre guillemets dans son match, notamment au niveau de l'adresse, de pouvoir rebondir. Mais je voulais souligner ça parce que sur les 9 derniers matchs, TJ Short, la stat à 3 points, c'est 3 sur 23. Alors, c'est pas un joueur qui prend une énorme proportion de tirs en début, mais voilà, en début de saison, il en mettait toujours un, 2, Oui. il en prenait environ 3, 4, donc ça allait. Là, c'est vraiment, bah, là, depuis. Alors, j'ai pas compté les matchs de Recup, là, c'est purement les matchs de Betclic Elite. Mais clairement, on sent que maintenant, il y a une certaine difficulté sur son tir extérieur et surtout, les équipes le font, entre guillemets, hésiter et ça influe sur le reste de son jeu. Donc, ce sera surveillé. Ce sera un élément qu'on pourrait discuter dans un podcast un peu plus Oui. analyse. Mais voilà, je tenais à le noter parce que de plus en plus, on voit ça se répéter, le fait de ne pas défendre TJ Short à 3 points. Et forcément, ça influence son jeu, mais également tout le reste de l'équipe. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est le côté le faire hésiter en fait. C'est la première hésitation qui mène en fait à tout la logique classique offensive de TJ Shorts qui est bridée en fait ou Mm. qui est bloquée. Passons aux joueurs que nous avons décidé pour ce match. Alors, c'était pas forcément évident d'en choisir un sur cette rencontre. On aurait pu évidemment parler de Nadir Rifi, 20 points en 24 minutes. Mais on avait envie de prendre un joueur qui illustre peut-être un peu plus le match de ce samedi soir à la Corana. On a décidé de parler de Mikael Jantunen, qui signe 13 points à 4 sur 6 au tir avec 4 rebonds, dont 2 offensifs, également 2 fautes provoquées, le tout en 20 minutes. Voilà, je trouvais qu'Antoine, je ne sais pas si tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais qu'il a incarné un petit peu l'identité parisienne sur ce match, c'est-à-dire assez discret mais efficace et qui, bah, un petit peu un match de Mikael Jantunen dans le texte face à Strasbourg. Ah, c'est du vrai Michael Jantunen dans le texte, c'est-à-dire une bonne évaluation, un plus-minus positif, donc quand il est sur le terrain, ça gagne. Mm. Et Le deuxième voilà, de c'est ça, l'équipe ce c'est du soir. discret, mais oui, le deuxième de l'équipe. Le premier, si je dis pas de bêtises, bah, c'est TJ Shorts à 18. Mm. En fait, c'est ça, c'est du discret combatif. Les soldats de l'ombre, et ça rappelle très bien l'interview qu'on avait eue de lui lors du Media Day à l'époque, où il le disait déjà, en fait, il aime bien faire ce que les autres n'aiment pas faire, ou il aime bien voir, enfin, euh, s'atteler à des tâches que les gens ne regardent pas forcément. Quand on regarde un match de basket, on va dire en tant que spectateur, ou même pour nous, en fait. Et en fait, bah, au fur et à mesure de la saison, on s'en rend compte, il est extrêmement combatif. Il est efficace à l'intérieur, que ce soit en attaque, en défense, il est extrêmement compliqué à défendre. Et quand il défend lui, il est très très compliqué. Bah, justement, il est très dur sur l'homme. Je me rendais pas compte, moi, au début, ben, vraiment, dans ses premiers matchs, tout de suite, on a vu l'intensité, la, l'impact vraiment du joueur, c'est-à-dire aller se battre sous l'arceau, se battre pour les rebonds. Donc, on en revient à cette thématique du rebond sur ce match, où quand il saute pour se battre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui compte. C'est-à-dire qu'il peut tomber, il peut rentrer dans le joueur, il peut lui faire mal. Ça s'est vu dans le match à un moment il s'est pris un choc, justement, qui arrive dans un match de basket entre deux joueurs. C'était pas volontaire. Il y a eu un choc physique, il y a un gros bruit parce qu'on était juste derrière. Et ce match le reflète parfaitement, c'est-à-dire combatif, il rassure aussi, parce que quand il est sur le terrain, on est rarement inquiet. C'est rare qu'il rate ses matchs, comme ça arrive à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Et puis bah, voilà, il se bat au rebond, il intercepte aussi, donc il est assez vif, il perd pas beaucoup de ballons, mais après, il a pas un jeu qui le pousse à perdre beaucoup de ballons, c'est-à-dire que même quand il va être amené à jouer au poste, ce qu'il aime bien faire ou couper ligne de fond, il va rarement vendanger parce qu'en fait, le processus est déjà lancé, c'est-à-dire que c'est un vrai système qui est en place, donc c'est un joueur de système aussi. Donc non, c'est intéressant. On comprend pourquoi Thiago Cizalo l'avait lancé dans le 5 à un moment. Il avait commencé par Banjassi, il avait mis Michael Jantunen, il a remis Banjassi dans le 5 majeur. Mais on comprend pourquoi Jantunen est sur le banc, parce que c'est un vrai ajout, même si
Là, comme tu disais sur CJ Shorts, on pourrait avoir une discussion philosophique sur qu'est-ce que le banc de touche selon Thomas Isalo. Mais justement, d'avoir cet impact-là, cet apport-là en sortie de banc, c'est important et ce soir, ça a été le cas. Puis, il assume tout, c'est-à-dire que ça soit des tirs de à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, puis même quand il est amené sur les lancers parce qu'il combat, bah, il les rentre aussi, il en a 4, il en met 4, donc une copie parfaite pour, Jean Tounenne, ou très bonne copie si on veut pas la perfection de Jean Tounenne. Non, mais c'est vrai que c'est dans la continuité des performances de ces dernières semaines. On le sent de plus en plus impliqué dans le jeu parisien, même si voilà, il a un rôle discret. Mais c'est vrai qu'il a en fait maintenant un rôle dans plusieurs secteurs du jeu, que ce soit le tir, le rebond, même le jeu de passe ou pour provoquer des fautes. C'est vrai qu'il est présent partout maintenant et ça fait un bien fou pour Paris. C'est un joueur qui prend peu le ballon, mais qui va vraiment contribuer, que ce soit à la marque, au rebond et qui forcément signe de belles évaluations quand il est en réussite. Donc voilà, on voulait mettre son match en avant. Du coup, au classement, ça fait que Paris va passer Noël à la deuxième place. Et oui, malgré les défaites face à l'Asvel et à la JL Bourg, Paris est deuxième devant, à égalité quand même avec l'Asvel et Bourg, mais au point average, Paris est devant ses deux adversaires. Donc voilà, Paris, dauphin de Monaco pour Noël. Et la suite pour terminer 2023 en Betclic Elite, ce sera un déplacement à Gravelines-Dunkerque, jeudi 28 décembre à 18h30. Avant cela, mardi, il y aura un match d'Eurocup. Le match retour face à Londres. Déjà que le match aller avait promis avec double prolongation, si je me souviens bien. C'est Ça vrai, pourrait être un je me nouveau souviens beau très bien. thriller. Voilà, c'est un nouveau beau thriller face au Lion de Londres. Ce sera donc mardi et ça serait. Je pense que peut-être. Lequel, à ton avis, des deux matchs est le plus important pour Paris? Peut-être celui d'Eurocup quand même pour créer peut-être potentiellement un vrai trou en tête du classement. On va pas dire que Gravelines Dunkerque c'est secondaire, mais on en parlait en off, ça va peut-être être difficile d'enchaîner les matchs. Si jamais celui de Londres est serré, peut-être que Paris pourrait y laisser des plumes, puisqu'il rejouerait quasiment moins de 48 heures après dans le Nord. C'est vrai que ça va être très compliqué contre Gravelines, donc autant se rassurer avant de penser à Gravelines et on va dire que le match le plus important, c'est celui qui arrive, si on fait de la langue de boîte sportif. Mais pour le coup, je suis plus de cet avis-là que le Ah oui, plus tu as un important, discours c'est de d'abord coach le là, prochain, Antoine. c'est-à-dire Londres. Oui, totalement, j'ai été bien formé à l'école Jean-Christophe Prat, mais qu'on retrouvera du coup contre Gravelines. Mais, Voilà, mais il pouvait nous régaler quand même de temps en temps. mais toujours, un énorme bonjour à Jean-Christophe Prat, coach extraordinaire. Mais non, peut-être plus celui de Londres, là, pour creuser l'écart et instaurer un vrai message, à la concurrence en Eurocup aussi. Et voilà, du coup, de ce match-là, se rassurer parce que, comme tu l'as dit, 48 heures plus tard, c'est Gravelines. Gravelines qui joue pour sa survie déjà. Enfin, pas déjà, ça fait un moment, mais et c'est pas évident. Et c'est une équipe qui est pas facile, qui est quand même compliquée à jouer depuis que Jean-Christophe Prat est arrivé. C'est une équipe qui se redresse, qui est menée qui est coachée par un meneur d'hommes, hein, clairement, un peu en mission. Donc, ça va être compliqué. Donc, déjà, essayer d'aller remporter Londres et sans double prolongation, parce que là, contre Gravelines, on s'en remettrait pas, hein. Oui, là, c'est clair. Bon, surtout qu'en plus, Gravelines avait un petit peu embêté Paris au match aller, notamment en début de match. Donc voilà, ce sera à surveiller. Et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Strasbourg spécial Accor Arena et match de Noël. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram. Voilà, on se retrouvera pour le débrief du match face à Gravelines Dakar, qui aura aussi un épisode spécial Eurocup pour un peu débriefer toute la première partie de saison d'Eurocup. Ensuite, il y aura une trêve d'environ 10 à 15 jours. Donc voilà, ce sera le moment parfait pour faire le bilan avec Corentin de la première partie de saison d'Eurocup du Paris Basketball, qui forcément est très positif comme vous en doutez. Merci Antoine d'avoir été en mon compagnie et on se dit donc à très vite. Bye bye. Ciao.